Bonjour et bienvenue dans ce deuxième cours de compréhension de texte du programme Batelotage Mage. On parle aujourd'hui de, concrètement, quelle est notre stratégie de résolution, comment on va traiter un texte. Alors pour ça, on va d'abord voir comment on classe les textes, comment on décide si on commence par le texte 1, texte 2 ou texte 3, comment on traite un texte, proprement dit, c'est-à-dire comment on répond aux questions, dans quel ordre, pourquoi, et enfin on verra les principaux pièges de cette épreuve de compréhension de texte, les trois principaux pièges. Ce cours fait partie du programme gratuit Batelotage Mage, où au-delà des cours de compréhension de texte, évidemment, vous retrouvez du contenu pour tous les sous-tests du Tage Mage, et également 6 tests blancs complets et corrigés en vidéo, ainsi que plusieurs milliers d'exercices. Le lien pour le programme apparaît en bas de l'écran. Première étape, classer les textes par niveau de difficulté. Pourquoi? Parce que notre première épreuve du Tage Mage, compréhension de texte, on ouvre le sujet, ce serait un peu stupide de dire bon bah ils sont dans cet ordre, 1, 2, 3, je vais les traiter dans l'ordre 1, 2, 3, ça n'a aucun intérêt. Autant les traiter dans l'ordre qui va nous permettre de faire le plus de points. Parce qu'au Tage Mage, que ce soit en compréhension de texte ou dans tous les autres sous-tests, les questions ne sont jamais classées par niveau de difficulté. C'est à vous de décider dès le début de l'épreuve comment vous les traiterez. Et donc c'est à vous d'estimer la difficulté relative des textes. Problème, ça dure 20 minutes l'épreuve de compréhension de texte. Pour 3 textes, c'est court. Donc il faut le faire très rapidement. Parce que chaque seconde utilisée dans ce processus, c'est une seconde perdue pour traiter les questions et donc concrètement gagner des points. Pour déterminer quelle est la difficulté d'un texte, on ne peut pas se baser sur le thème ou sur le style. D'accord ? On peut avoir des questions extrêmement simples sur un article de recherche sociologique très jargonnant, très verbeux, très soutenu. Par exemple, que signifie le mot duplicité ligne 8 ? Alors qu'on peut avoir sur un texte issu d'un magazine People des questions d'analyse approfondie. Selon vous, pourquoi l'auteur a-t-il choisi d'attendre 6 mois avant de révéler l'adultère de la starlette ? Donc le thème et le style ne nous servent à rien. Ce qui nous intéresse, c'est uniquement les questions. Et les analyser finement prendrait bien entendu trop de temps. Donc c'est pour ça que ce qu'on va décider de faire, c'est juste lire en diagonale les énoncés pour compter le nombre de questions de repérage et le nombre de questions d'analyse. Ça nous permet en général de classer les textes en moins d'une minute. Et il faut que ça vous prenne moins d'une minute. Plus d'une minute, c'est vraiment du temps perdu. On va utiliser les indices suivants. Une question est très probablement une question de repérage si elle fait référence à une ligne du texte. Que dit machin, ligne 8. Si elle est au format 1, 2, 3, ce qu'on a vu dans le cours précédent, si elle comporte une expression qui contient le mot texte, d'après le texte, selon le texte, ou plus généralement si elle est conjuguée à un temps de l'indicatif. Et une question est probablement une question d'analyse, si elle fait référence à un paragraphe entier du texte, d'accord ? Dans le paragraphe 3, quel était ceci, cela. Si elle comporte les mots titre, quel serait le meilleur titre, résumé, quel serait le meilleur résumé, le moins bon résumé. Meilleur, d'accord ? Meilleur, ça veut bien dire qu'on va faire un classement, c'est-à-dire qu'il va y avoir une part de subjectivité. Probablement, selon vous, d'après l'auteur, ou alors si elle est conjuguée à un temps du conditionnel. Pourrait-il, pourquoi, selon vous, pourquoi penserait-il, etc., etc. Un exemple, on prend ces 3 textes-là, on lit juste les questions en diagonale. Que signifie l'expression mise au pilori, ligne 4 ? Repérage. Depuis quand observe-t-on une demande massive pour les produits bio ? Repérage. 3. Qui bénéficie du développement du marché du bio ? 1, 2, 3, donc c'est du repérage. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont inexactes ? 1, 2, 3, repérage. D'après le texte, les marques bio des grands groupes alimentaires peuvent généralement être considérées comme repérage, on l'a dit d'après le texte. Texte 1, 5 questions de repérage. Texte 2, ce texte pourrait s'intituler conditionnel, donc a priori analyse. Surtout qu'on a une question de titre, on en est certain. Laquelle de ces phrases résume le mieux la pensée de l'auteur ? Analyse. À quoi l'auteur opposerait-il le concept de trahison rationnelle ? Analyse. Quel serait le meilleur résumé de ce texte ? Analyse. Avec lequel de ces comportements l'auteur serait-il probablement en désaccord ? Analyse. 5 questions d'analyse. Enfin, question 3. Quel titre conviendrait le moins à cette interview ? Analyse. Laquelle de ces phrases résume le mieux l'argument utilisé en réponse à la deuxième question de l'intervieweur ? Résumé, donc analyse. Pourquoi le député considère-t-il que le projet ne peut aboutir sans soutien populaire ? Repérage. Quel frein à l'adoption du texte le député évoque-t-il au format 1, 2, 3, donc repérage ? Et d'après vous, pourquoi le député accorde-t-il cette interview ?
analyse. Donc on a à peu près moitié analyse, moitié repérage. Bon, bah clairement, le plus simple, c'est celui où il n'y a que du repérage, donc texte 1. Le moyen, l'intermédiaire, c'est le texte 3, mi-repérage, mi-analyse. Et le plus compliqué sera le texte 2, analyse. C'est bien entendu pas une science exacte, mais c'est une grosse aide dans le traitement de nos textes. Comment on traite un texte, concrètement? Il n'y a pas de règle absolue, j'ai envie de vous dire. La méthode qui sera la meilleure, c'est celle qui, tout simplement, vous convient le mieux, d'accord? Et on peut vraiment entendre énormément de méthodes différentes sur le sujet. Je vous donne la mienne, c'est celle que je considère comme la plus efficace, mais encore une fois, si vous trouvez plus efficace une autre méthode, utilisez-la tant qu'elle ne vous fait pas faire d'erreur ou utilisez d'une manière peu intelligente votre temps en ne vous faisant que traiter deux textes et sans jeter le moindre œil au troisième. Bon, j'ai envie de vous dire, utilisez votre méthode, c'est celle qui vous rapportera le plus de points. Alors, première étape, relecture des questions. D'accord? Donc j'ai choisi mon texte. Celui qui me semble le plus facile, je vais relire les questions. Je vais lire uniquement les énoncés des questions d'analyse et les questions de repérage dans leur intégralité. Pourquoi je lis les propositions des questions de repérage? Parce que je vous ai dit, souvent c'est des éléments qui sont dans le texte. Donc ça va me sauter à l'esprit. Quand je vais dire, ah oui, en effet, là il en a parlé, on cherche à savoir qui est la première capitalisation mondiale, et là j'ai les mots première capitalisation mondiale, et on parle de Shell. Donc en général, je vais pouvoir faire les associations d'idées plus rapidement. Pourquoi je ne lis pas les propositions des questions d'analyse? Deux raisons. Un, c'est une perte de temps. Et deux, elles vont souvent pouvoir influencer mon interprétation du texte. Et c'est tout ce que je cherche à éviter. Parce que les questions d'analyse sont un peu subjectives, un petit peu plus compliquées, je ne veux absolument pas que j'ai d'influence. Ensuite, je lis le texte. Je le lis attentivement, en gardant bien à l'esprit que je ne pourrais pas me permettre de le relire. D'accord? Je pourrais éventuellement relire un passage. Si j'ai une question où on me dit qui est la première capitalisation mondiale et je sais qu'on en parlait dans le milieu, je vais pouvoir le relire rapidement en diagonale. Mais je ne pourrais pas du tout le relire dans le sens de relire, rechercher une information dedans. Non. Donc je lis très attentivement. J'entoure les éléments qui me semblent importants, d'accord? Ceux qui pourraient me permettre de répondre aux questions de repérage, évidemment. Ceux qui sont les grandes idées principales du texte, parce que j'en aurais besoin pour tout ce qui est questions de résumé, questions de titre. Et ceux qui induisent des nuances, ça c'est super important. Dès qu'on va nous dire certains, attention, d'autres pensent que, ça va nous permettre de répondre à beaucoup de questions d'analyse aussi, parce qu'en face on nous dira tous, et vous direz non pas tous, parce que regardez, à un moment on disait certains au contraire pensent que. Troisième étape, je réponds aux questions de repérage. Si j'ai identifié la réponse lors de la lecture, c'est pas pour ça que je vais me précipiter. Je réponds au contraire sans précipitation. Je relis en pesant chacun des mots de la question et de la réponse pour éviter de tomber dans les pièges que peut me dresser le concepteur. D'accord? Est-ce que c'est tous? Est-ce que c'est certains? Est-ce que c'est plus de la moitié? Toujours. Je fais attention à chacun de ces mots qui pourraient mettre des nuances. Par contre, si je n'ai pas trouvé la réponse, si je sais que c'est au milieu du texte, entre la ligne 14 et 18, qu'on parle du chiffre d'affaires des concurrents, je vais me référer à ces lignes-là. Si j'ai aucun indice concernant la position de la réponse, j'abandonne la question. Je ne peux pas me permettre de relire le texte. Maintenant que j'ai traité les questions de repérage, je traite les questions d'analyse. Alors comment je traite une question d'analyse? C'est un peu la même méthode qu'en raisonnement argumentation au final. C'est-à-dire que ce qu'on va faire, c'est qu'on va éliminer directement les réponses qui sont sûrement incorrectes, dont on est sûr qu'elles sont incorrectes. D'accord? On élimine la A et la D, par exemple, parce que c'est complètement hors cadre, complètement hors sujet, ou alors totalement faux. Et il nous reste toujours 2-3 réponses. Ces 2-3 réponses, on va les comparer 2 à 2 jusqu'à ce qu'il nous en reste plus qu'une. Par exemple, s'il me reste B, C et E, je compare B, C et E. Qui est meilleur entre B et C? C'est B. J'élimine la C. Maintenant, je compare B et E. Qui est meilleur entre B et E? Vu qu'il me reste plus que 2 réponses, c'est celle que je choisirai, qui sera celle sur laquelle je statuerai et celle sur laquelle je conclurai définitivement. On va parler des 3 grands pièges de l'épreuve. Compréhension de texte, c'est vraiment l'épreuve où les concepteurs sont le plus gentils vis-à-vis des pièges. Pourquoi? Parce qu'ils vous les disent explicitement lors de la lecture des consignes. Ce truc est général, vous n'écoutez pas trop les consignes, vous avez l'esprit un peu occupé ailleurs, mais c'est la lecture des consignes qui est super importante. Qu'est-ce qu'on vous dit? En tout cas, qu'est-ce qu'on vous disait en 2014-2015 au micro avant l'épreuve de compréhension de texte? Chaque texte est suivi d'une série de 5 questions portant sur différents niveaux de lecture. Information brute, grandes idées, analyse, etc.
proposant chacune 5 propositions. Sauf consigne spécifique. Parmi les propositions, ça n'a pour l'instant aucun intérêt. Certaines sont en contradiction flagrante avec le texte, d'autres abordent des aspects qui n'y sont pas abordés, d'autres encore se rapprochent plus ou moins de ce qui est exprimé, directement ou indirectement dans le texte. La seule proposition considérée comme exacte est celle qui se rapproche le plus de ce qui est dit en texte. Les 4 autres propositions sont considérées comme fausses. Autrement dit, les pièges sont annoncés. Premier piège, on dépasse les informations du texte. Par exemple, on va avoir un texte qui nous dit « Le chiffre d'affaires de Promodes a doublé entre 2005 et 2015 ». La réponse qui nous dit que le chiffre d'affaires est en constante progression depuis 10 ans, elle est fausse. Pourquoi? Parce que le chiffre d'affaires, il a pu stagner en 2007, s'effondrer en 2008 et puis après remonter jusqu'à 2010. Et après rester stable jusqu'à 2015. Bref, c'est pas parce qu'on sait qu'il y a une progression entre 2010 et 2015 qu'il n'y a pas de hausse et de baisse. Donc c'est pas forcément une progression constante. Je ne cite pas d'autres exemples, mais évidemment, il y en a énormément. Il y a énormément de cas et c'est même honnêtement un des pièges les plus fréquents. 3 éléments qui doivent vous alerter. Premièrement, c'est un sujet sur lequel vous avez des connaissances personnelles. C'est-à-dire qu'il y a peu de risques que vous dépassiez inconsciemment les informations du texte si on a un texte qui porte sur la fission nucléaire, d'accord? Vous n'allez pas vous dire « Ah oui, mais en fait, la proposition B se dit c'est tel atome qui se désintègre en tel autre ». Oui, c'est vrai, alors que ce n'était pas dans le texte. Tout ce que vous allez avoir comme connaissance sur le sujet, c'est dans le texte. Par contre, si j'ai un texte qui va porter, je ne sais pas, sur Snapchat, par exemple, une proposition qui dit le nombre d'images envoyées dans l'application a doublé en 1 an, elle vous paraîtra vraie, alors que peut-être le texte n'a jamais parlé d'images, il n'a jamais dit que Snapchat permettait d'envoyer des images, il se contente de parler de messages. Et oui, le nombre de messages a doublé, mais le nombre d'images, on n'en a aucune idée, on ne sait même pas que Snapchat permet d'envoyer des images. Pareil, on va utiliser vos préjugés sur certains sujets. On va parler de délocalisation, eh bien tiens, on va parler de Chine, d'Inde, ça va vous attirer un peu l'esprit. Deuxième indice qui vous alerte. Une proposition de réponse à une question d'analyse est largement meilleure que les autres. D'accord ? Au point qu'elle vous incite à ne pas les comparer. D'accord ? Vous avez 5 résumés. Il y en a 4 qui sont assez médiocres, et il y en a un qui est super bon et qui colle complètement. Donc soit c'est une question cadeau, ça arrive, mais pas si fréquemment que ça. Soit c'est juste un énorme piège dans lequel on vous pousse, et si vous analysez un petit peu, vous allez un petit peu plus loin que votre première intuition, vous vous rendez compte que dans ce super résumé qui prenait tous les éléments du texte et qui était très bien écrit, il y avait un élément complètement faux au plein milieu du résumé, et donc que ça suffisait à l'éliminer. Qu'il faudra donc statuer sur quel est le moins mauvais des 3 restants. Et enfin, 3e gros indice qui vous alerte sur ce genre de piège, on a des connecteurs logiques dans la réponse tels que toujours, nécessairement, systématiquement, impérativement. Et là, on va devoir vérifier si dans le texte, il y a bien la même force. On nous dit bien le chiffre d'affaires a augmenté tous les ans, et pas le chiffre d'affaires a augmenté sur une certaine période. Deuxième piège, les réponses contradictoires. Si on a un texte qui nous dit 40% des passagers du vol sont des touristes allemands et 30% sont des touristes anglais, il est évident que la réponse qui dit 80% des passagers sont des touristes allemands est fausse, elle est contradictoire. On sait qu'il y a 30% d'anglais. Par contre, dire que 35% des passagers du vol étaient espagnols, on ne voit pas forcément toujours que c'est contradictoire. D'accord ? Alors qu'en réalité, on a 70% qui sont déjà allemands ou anglais, donc on ne peut pas avoir 35% espagnols. On ne voit pas toujours non plus que 35% des passagers voyageaient pour affaires est forcément contradictoire, ou que 3/4 des passagers étaient de la même nationalité. Donc il faut vraiment chaque mot de la réponse le peser soigneusement pour déterminer ses implications. Et enfin, le 3e piège, c'est de mal évaluer l'importance relative des éléments. Le style, la précision, l'éventuelle longueur des paragraphes, c'est des éléments secondaires. D'accord ? Dans les questions d'analyse, ce qui nous importe, c'est la proximité avec le texte. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'un bon titre, c'est un titre qui reprendra là où les idées principales du texte. Et un bon résumé, il fera vraiment la synthèse de toutes les idées. C'est pas parce qu'ils sont bien écrits, ou qu'ils sont détaillés, ou qu'ils citent des exemples, que des réponses à des questions d'analyse sont bonnes. Non, c'est parce qu'elles sont logiques. Elles sont logiques dans le sens où elles répondent à ce qu'est un titre, elles répondent à ce qu'est un résumé. Merci d'avoir regardé ce cours qui reprenait les principales stratégies à développer en compréhension de texte.
On va voir un dernier cours de compréhension de texte qui au fond est plus applicable au tâche match d'une manière générale. On va parler de statistiques. Qu'est-ce que ça donne de s'entraîner? Est-ce qu'il faut répondre au hasard? Est-ce qu'on prend des risques en répondant au hasard entre deux, entre trois propositions? Vous pouvez évidemment retrouver ce cours ainsi que tous les autres, je pense notamment aux cours de calcul ou de raisonnement argumentation qui sont également des bons points de départ pour étudier le tâche match, sur la chaîne YouTube, sur notre site internet, et vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux pour rester au courant de nos actualités, notamment des tests blancs qui seront publiés et corrigés en vidéo tout au long de l'année, ainsi que des exercices. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour un nouveau cours.